colonne, et puis il y avait quelqu'un qui avait posé une question, et si je veux que ma colonne, elle se termine en pointe, et on n'a pas eu le temps de répondre à la question, et puis c'est tout à fait pertinent de s'y mettre maintenant. Alors, voilà comment faire, c'est tout à fait simple. Une fois que vous avez fait votre colonne, que elle est prête à broder, vous vous dites, je voudrais que là, au bout, ça soit pas comme ça, je veux que ça fasse une pointe. Il n'y a aucun problème, vous allez déplacer vos points, comme ça vous chante, comme vous le trouvez joli. Voilà, alors si ça vous plaît pas comme ça, vous pouvez jouer sur les poignets pour, par exemple, arrondir. Hein, vous le faites à votre goût. Hein, voilà. Et puis, évidemment, faut laisser un tout petit peu ici. Hein, faut penser que la machine, elle va avoir piqué, donc faut laisser peut-être, je sais pas moi, un millimètre pour être raisonnable, ou un demi-millimètre. Il faut qu'il y ait la place pour qu'elle pique deux fois, quoi. Alors, si on s'arrête là, ça va nous broder notre colonne, elle va se terminer là. Et en particulier, si la colonne, on a besoin de mettre un point d'arrêt, en général, ça fait quelque chose de très vilain là au bout. Alors, on va utiliser ce qu'on venait voir précédemment la dernière fois. On fait même des révisions. Hein. C'est on va faire en sorte que notre colonne, elle se finisse pas là au bout où ça va nous faire un petit caca vilain parce que ça va s'arrêter. On va s'arranger pour terminer notre colonne un peu avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On a vu la dernière fois qu'on pouvait scinder une colonne quelque part. Donc, on va appeler nos commandes. Alors, j'appelle les commandes, quand même, je vais le refaire directement pour que vous voyez. Inkstitch, commande, attacher des commandes à des objets sélectionnés avec l'objet, le raccourci image plus contrôle plus, là. Et on va attacher des commandes. Alors, qu'est-ce qu'on veut attacher comme commande? Pas ce qui est signalé là, mais point de partage à utiliser avec scindé colonne satin. Donc, allons-y, on applique. Et on va, c'est là-haut. Donc, je vais rattraper ça. Et moi, je veux que ça se finisse. Par exemple, je vais décider, je veux que ça se finisse ici. Il ne veut pas y venir, mais on va le forcer, vous allez voir. Et pour le forcer de façon simple, on va attraper le bout du connecteur et le mettre exactement où on veut, par exemple ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais utiliser la commande, je veux travailler sur cette colonne, il faut que je dise sur quoi je veux travailler, et je vais retourner dans Extension, Inkstitch, Outils de satin, donc ce qu'on avait fait la dernière fois à la fin, scinder colonne satin. On va lui laisser le temps de le faire, voilà, et vous voyez qu'on a un premier morceau de colonne, et puis un deuxième morceau de colonne qui continue. Alors, on va bien grossir. Comme j'ai coupé une colonne qui allait dans ce sens, celle d'après, là, elle va toujours dans le même sens. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que sur cette partie-là, sur cette dernière partie, je veux que ça revienne dans l'autre sens parce que je veux que ça se coupe là où ça c'est. Alors bon, je vais changer le sens. Donc, je change le sens, CTRL R, hein, je change le sens de ma colonne. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais broder? Au lieu de sortir, qu'est-ce qui va se passer? On va le regarder, mais je vais faire cette première colonne, et puis ça va aller jusque-là, et après, ça va revenir. Alors, pour faire les choses de façon très, très officielle, ici, on a juste un petit saut, mais si on veut le faire, il faut savoir le faire, donc c'est bien de l'apprendre. Je vais en fait rajouter ici un chemin de point droit qui va envoyer, quand je vais avoir fini la première colonne, là, je vais dire à la machine de faire quelques points pour aller jusqu'au bout, là. Voilà. Alors, je veux faire du point droit. Par conséquent, il faut que je mette du pointillé. Voilà. Je le mets en pointillé. Je vérifie qu'il va bien là au fond. Tout va bien. Alors maintenant, il faut que j'aille le mettre au bon endroit, ce qui ne sera peut-être pas nécessairement simple dans mon histoire. Donc lui, il est tout en haut. Il faut que j'aille le mettre juste avant ça. Alors, on va le chercher. Donc, celui que je viens de rajouter, ça doit être celui-là. Ben non, c'est pas trop difficile. Allez. Et il faut que je le mette juste avant celui-là. Donc, je vais le descendre.
Voilà, alors je résume la situation. Il va me broder, on va peut-être y voir mieux comme ça, il va me broder d'abord la grande partie de la colonne, là, et puis ensuite, il va venir me broder mes petits pointillés, et ça va repartir dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez bien les flèches, là je vais grossir un peu, et ça va repartir dans l'autre sens. Bon, alors maintenant, pour comprendre quelque chose et voir quelque chose, c'est pas difficile, on va sélectionner les 3 morceaux, et on va demander une simulation. Alors donc ça démarre bien, comme j'ai vu, par le grand morceau que je n'ai pas modifié par rapport à tout à l'heure, hein. Voilà. Ici, ça me fait un petit bout et puis ça revient. Je vais vous remontrer au ralenti à la fin. Voilà, donc je finis, on repart dans l'autre sens. Je finis la colonne. Elle me fait un petit peu de point droit et puis elle me refait la pointe ici, tranquillement. J'ai dû perdre mes petits... Voilà. De sorte que si vous mettez un point d'arrêt, il va se trouver noyé dans les autres points et ça ne se voit pas. Voilà, c'est simple, ça fait du travail impeccable avec une pointe impeccable. Des petites questions là-dessus? Non, personne? Bien, alors, on va passer donc à la dernière partie des outils Satin. J'ai là un ensemble de colonnes. On va faire aussi une simulation. Alors, pour faire une simulation, je vous rappelle le chemin, pour ceux qui sont tout à fait novices dans l'affaire. Extension, Inkstitch, visualiser, exporter, simulation, voilà. Donc, on va le laisser faire sa simulation. Je vais accélérer un petit peu parce que sinon, on n'en finit plus. Alors, on constate tout de suite une chose, c'est qu'on a des sauts de fil dans tous les sens. Tout ça parce que les colonnes ne sont pas du tout organisées. Et c'est pas superbe si on a... Bon, c'est jamais bien d'avoir des grands sauts de fil comme ça. Et puis on verra que dans d'autres circonstances, c'est encore plus important qu'ici, parce qu'ici, après tout, on peut couper les fils. Mais des fois, ça pose vraiment des problèmes parce que les fils passent sous une colonne, etc. Enfin bref, c'est du mauvais travail. Alors, Inkstitch nous propose un outil qui se trouve dans les outils Satin, puisque c'était le dernier outil Satin qu'on n'avait pas pu voir, mais c'était pas plus mal parce qu'on avait déjà vu tellement de choses qui s'appelle remplissage automatique de colonnes Satin. Voilà. Alors, remplissage automatique de colonnes Satin, c'est pas difficile. On a toutes nos sections, toutes nos colonnes sélectionnées et on va l'appliquer remplissage automatique de colonnes Satin. Alors, vous pouvez je ne vous parlerai pas de couper après des sauts parce que moi, j'ai pas de coupe-fil sur ma machine, donc je ne sais pas du tout si ça marche ou si ça ne marche pas. Je ne suis pas sûre du tout que ça marche, mais enfin bon, peu importe. Et préserver l'ordre des colonnes Satin. Alors, on préserve l'ordre des colonnes Satin si pour une raison quelconque, on en a une qui est au-dessus d'une autre ou elles se mordent les unes les autres. On veut absolument que cet ordre-là soit préservé. En général, ça ne marche pas très bien si on coche cette case préserver l'ordre des colonnes Satin. Par contre, si on l'applique comme ça, on va voir ce qui se passe parce que c'est vraiment intéressant. Vous voyez que le dessin a changé. Et puis, on voit apparaître, je vais essayer de grossir pour que vous voyez mieux, on voit apparaître tout un tas en fait, c'est des points des chemins de dessous, de points droits. Et on va regarder maintenant comment se passe la broderie. Donc, on va on va tout sélectionner et puis on va faire une simulation. Voilà. Donc, j'appelle la simulation, CTRL-MAJ-L. Et on va faire broder et puis on va regarder ce qui se passe. Vous voyez que je n'avais que quelques objets là.
Inkstitch a partagé en tout un tas de colonnes pour que la broderie se fasse avec des seaux réduits strictement au minimum. Voilà. Ça a quand même sérieusement bonne mine par rapport à ce que j'avais tout à l'heure où j'avais des fils qui partaient dans tous les sens. Selon la taille du motif, c'est pas toujours indispensable de couper ces fils. Ici, sur l'écran, c'est une simulation d'écran, hein, c'est tout. Mais c'est souvent que c'est des petits seaux comme ça, on n'est pas vraiment obligé de couper. Puis si on est obligé de couper, il y en a moins que tout à l'heure où ça partait dans tous les sens. Voilà. Alors, bon, dans cet exemple-là, c'est peut-être pas hyper utile, parce qu'on pouvait couper les fils, puis si vous avez des machines avec coupe-fil, vous n'hésitez pas probablement à les couper. Mais dans les colonnes, enfin bon, je me fais l'écho de certains qui disent que dans les colonnes, de faire couper le fil, c'est pas toujours génial. Mais enfin bon, là, moi, j'ai aucune compétence, j'en ai pas. Voilà, alors on va voir, à la suite de ça, on va aller l'appliquer sur un fichier que j'ai récupéré pendant la semaine de quelqu'un qui avait des difficultés avec ses colonnes, qui avait démarré en faisant des lettres. Et puis, dans sa broderie, je ne sais pas si ça sera assez gros pour que vous voyez, mais en particulier, j'ai beaucoup grossi, ce qui fait que on voit affreusement les fils. Là, dans sa lettre, il y avait évidemment une partie qui ne lui plaisait pas du tout, qui avait rien à faire, et pas moyen de savoir d'où sortait ce supplément dont on se passe très bien. Alors, on va retourner voir et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est dans le P qu'il y a cette difficulté. Et si on regarde le P, ma foi, ça a un air bien normal, hein, ça a tout l'air bien. Et je vais m'intéresser, je vais essayer de faire une simulation pour voir ce qui se passe. Bon, voilà la hanche du P. On reviendra tout à l'heure sur les sauts de fil, justement. Vu comme ça, ça a l'air impeccable. Alors, où est l'astuce? Ça nous permettra de voir un aspect particulier des colonnes. Et bien, l'astuce, il faut grossir beaucoup, 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 beaucoup. On va passer en mode contour. Je vous rappelle où est le mode contour, hein, pour ceux qui ne savent pas. Pardon, c'est dans l'affichage. J'ai tellement l'habitude de le faire avec un raccourci que je ne sais plus le faire. Voilà. Donc, on est en mode contour. Et puis, alors, on se resitue. Hein, on est dans cette partie du P. Je ne vais sélectionner maintenant que cette partie-là pour qu'on voit bien. Et il faut vraiment venir grossir, grossir. Et on s'aperçoit que dans cette colonne-là, d'abord, on peut penser que c'est quand même difficile pour créer la colonne. C'est qu'il y a ce rail qui s'arrête ici, et puis l'autre qui continue, qui continue, qui continue ici. Et puis si on grossit encore un petit peu plus, eh bien on s'aperçoit que cette partie-là, elle n'est pas droite du tout, mais elle revient. Alors, je vais copier cette partie et puis on va exagérer le phénomène pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, je copie cet élément, je viens là en dessous, je vais grossir pour qu'on voit bien ici que, en fait, cette partie-là, elle est légèrement comme ça. Elle est légèrement, j'exagère beaucoup pour que vous compreniez. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on est comme ça? On va broder, on va voir. Hein. On refait notre simulation. Parce que là, en exagérant le phénomène, on va voir arriver des choses. J'espère que ça va vouloir se broder, parce que des fois, quand on modifie comme ça, on a des surprises. Bon, ça a l'air d'être le cas. Alors, on va voir pourquoi il n'est pas content, parce que ça devrait être arrivé depuis longtemps. Et il nous dit qu'il y a une traverse de direction. Ben voilà, alors il y a une traverse de direction, ben oui, on la voit. Hein. C'est celle-là là, qui traverse autre chose que ce qu'elle doit traverser, donc on va la remonter. Puis au passage, on va regarder, on va dire, oh, c'est bizarre, tiens, cette traverse-là, comment c'est cette traverse-là? Ben, il s'avère que cette traverse, en fait, elle avait un point en trop. Alors bon, ça n'a pas l'air d'avoir des conséquences normalement sur le déroulement des choses, mais je ne saurais trop vous conseiller de faire des traverses à deux nœuds, et donc de les faire avec
en appuyant sur la touche Maj et puis l'outil Pencil, là, l'outil qu'on a avec le raccourci P, qui est le petit crayon, je ne sais pas comment vous l'appelez, peu importe. Ça évite bien des ennuis de ce genre. Donc, je vais réessayer, peut-être que ça va marcher. On est là dans les problèmes qu'on rencontre quand on fait des recherches d'erreurs. Et alors, on s'aperçoit au début qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre là. On va revenir en arrière, puis on va regarder. Autrement dit, on a des fils qui se croisent, et puis on va revenir, et on va regarder tout doucement, et surtout, on va regarder la densité des fils qu'il y a là, hein, sur ce tout petit espace là. On voit passer tout un tas de fils. Bon, il y a même un nœud pour finir, parfait. Alors allons-y, avançons tout doucement. Et puis là, on constate qu'on a quand même des points qui ont l'air drôlement immenses. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ils se croisent là. Hein, on refait. Voilà. Ils se croisent. Hop, ils vont repartir dans l'autre sens maintenant. Bon, et puis, vous voyez, je ne sais combien de points qui viennent de fils, donc qui passent et qui viennent s'entasser. Il y en a, je ne sais plus combien, une dizaine, là, les uns sur les autres. Et on va voir pourquoi. Bon, ça y est, ça décolle. Mais vous avez vu tout ce qui se passait là dans le coin, là. Tous les points que j'avais, c'est peut-être sur, je ne sais pas quoi, moi, 0,2 mm, hein, ça. 1,5 mm au plus. Bon, voilà. Alors, on va essayer d'analyser le pourquoi de cette erreur. Alors, il y a donc le fait que ça, c'était légèrement arqué. On en reparlera, on va même en parler tout de suite. Quand vous créez une colonne, il faut éviter ce genre de situation. Donc, je fais un premier trait et puis un deuxième. Vous auriez quelque chose comme ça qui revient là en arrière. Alors bon, c'est énorme, j'exagère là, hein. Mais parce que évidemment, votre colonne là, quand vous allez sélectionner cette, pourquoi il ne veut pas sélectionner ça? C'est les mystères des visioconférences. Quand vous combinez, ça n'a pas l'air d'avoir marché. C'est normal, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc je combine avec CTRL-K, voilà. J'ai bien une colonne même avec ce qu'on a raconté. On va peut-être supprimer un point ici pour pas être obligé de faire beaucoup, on va faire des traverses. Tiens, ça fera l'occasion de rappeler que les traverses se font avec dessiner des lignes à main levée en enfonçant la touche majuscule. Et on va se faire une ou deux traverses pour qu'il voit bien que c'est une colonne qu'on veut faire. Voilà. Alors si tout va bien, il va nous broder quelque chose. Alors oui, bien entendu, j'ai oublié de la paramétrer, c'est trop beau. Donc on va passer par les paramètres. J'appelle les paramètres. Donc on veut que ce soit une colonne satin. On va lui dire de nous faire une colonne satin. Il veut bien. Bon, vous voyez ce qui se passe au bout. Les points, ils se montent les uns sur les autres. Alors, c'est sur une toute petite distance, mais manifestement, ça va pas faire du beau travail, hein. Ces points-là, ils vont revenir sur les autres. Ça ne fera pas quelque chose de joli. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut absolument éviter ce genre de situation où ça revient, où vous avez... faut quand même que ça ait l'air d'une colonne, quoi, hein. On peut pas mieux dire les choses. Voilà. Alors, revenons ici. Donc, première chose, il y a cette question de partie de colonne, là, de partie de rail qui est trop arquée, là, c'est pas bon. Et puis ensuite, regardez un petit peu ce qui se passe. La colonne, elle a, c'est des carreaux, c'est des 1 mm chez moi. Donc, la colonne, elle est très bien. Elle a 3 et quelques millimètres de large ici, très bien. Et puis, tout d'un coup, 2, 4, 6, 8, 10, elle a 11, je ne sais pas combien de millimètres de large. On n'atteint pas les limites d'une machine, mais pas loin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va sélectionner, on va regarder avec cette partie de la courbe, là, j'en ai sélectionné un en 3, on va sélectionner ce point-là,
celui-là. On va tout simplement les supprimer. Et puis, on va déplacer un tout petit peu. Mais vous voyez, le carreau, il fait 1 mm. Hein, donc, je vais déplacer ici de genre 0,2 mm. Ça ne va pas aller bien loin dans mon... Alors, je peux même fignoler. C'est pas ce qu'il faut, ça, c'est la poignée. C'est ce point-là qu'il faut que je déplace un tout petit peu. Ici, j'arrondis si je veux, voilà. Et en pareil cas, pour faire vraiment du beau travail, il y a une méthode simple. Hein. On attrape tous les points là qui sont en fait qui sont contre la hampe du P. Et pour que ça soit parfait, eh bien, on va aller dans Aligner et distribuer. Le Aligner et distribuer, vous pouvez l'attraper par objet. Il est en bas de la, ici, Aligner et distribuer, si vous ne l'avez pas. Et je suis dans des nœuds, donc il me propose d'aligner les nœuds, aligner les nœuds sélectionnés selon une ligne verticale commune. Ils vont tous, la modification est absolument mineure, mais ils vont être tous parfaitement alignés et vous aurez un bien meilleur travail. Voilà. Alors, je vais aller supprimer cette partie-là parce qu'il faut que je remette, ce sera peut-être pas possible. Je vais le faire un peu rapidement, il y a moyen de faire ça plus précisément, mais on va pas passer des heures là-dessus quand même. Donc, je vais supprimer le morceau qui n'est pas corrigé. Et puis, je vais sélectionner celui-là et venir le remettre en place. Il allait là un tout petit peu plus haut. Voilà. Ça a l'air de vouloir... Ah ben, c'est pas bon, hein. Il faut que je le déplace un tout petit peu. Ça, c'est trop, donc je vais déplacer, voilà, jusqu'à temps que ça soit parfait. Je vais grossir encore pour voir si c'est bon. Un tout petit peu de X peut-être. Non, c'est trop, voilà, comme ça. Bon, on pourrait perfectionner, hein, il y a moyen d'aller au millième de millimètre, par conséquent, il ne faut pas s'en priver. Et en plus, il faut que je remette ça dans les objets à l'endroit où ça doit être, parce que sinon, ça ne va pas se broder comme il faut. Donc, je vais tout bêtement aller le remettre dans le P. Ici, il devrait être... Pour ça, je vais transformer ça en... Et je vais le coller en place. Le revoilà et il est dans le P de mon... Voilà, il est là. Bien, alors, maintenant, il y a encore autre chose, il y a un petit quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on va se remettre en mode normal, parce que des fois, c'est bien agréable. Il y a une petite bizarrerie ici, une bizarrerie amusante, qui d'ailleurs n'a pas l'air d'avoir d'influence, mais moi, je me suis demandé ce que c'était. Comme je cherchais une erreur, je cherchais partout. Et quand on sépare les objets ici, qui sont évidemment tous les segments qui sont là, je ne sais pas si on peut l'attraper directement ici, dans le style du contour. Oui, si, on peut. Dans le style du contour, et tous ceux qui sont là-dedans, ils ont un marqueur de fin. Donc, bon, c'est pas difficile, hein, il suffit de le supprimer, de remonter tout à fait en haut et de ne pas en mettre. Voilà, et ça va disparaître. Une petite remarque, quand vous travaillez sur des colonnes comme ça demande à faire un travail assez précis. Il faut éviter de faire une traverse qui soit un peu pas tout à fait... surtout à la fin, hein, au milieu, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, c'est une question d'esthétique, mais à la fin, il faut quand même que ça soit en lien avec ce qui arrive à la fin, que ça ne soit pas complètement décalé. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe. On peut espérer que notre P va ressembler à quelque chose. Voilà, ça a l'air bien. On a perdu cette espèce de truc noir. Vous l'avez peut-être oublié, mais il y avait une espèce de truc tout noir, un petit amas tout noir ici. On regarde ce que ça donne en vue réaliste. Et bon, ça a l'air tout bien. Hein. Alors, j'ai un saut de fil ici, il me contrarie, saut de fil. Alors, on va vite aller utiliser ce qu'on a appris. On se dit, mais dans le fond, on va regarder de nouveau ce fichier.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, quand on fait la broderie, elle commence, les lettres ont été placées dans cet ordre-là, et ça n'a rigoureusement aucune importance. Dans l'ordre, on peut le voir dans les objets, on commence à droite. Bon, c'est pas l'habitude comme ça qu'on écrit, hein. Donc on commence avec le A, ensuite on a le R, voilà, ensuite on a le P, etc., le O, le S, etc. Bon, c'est le choix qui a été fait. Alors je me dis, mais dans le fond, mes lettres, tout à l'heure, j'ai vu que ça pouvait m'agencer mes colonnes comme il faut. Alors si sur une lettre comme celle-là, je vais le faire sur celle-là, puisqu'on a travaillé là, si je décidais que je veux que ça me fasse des colonnes, qu'il n'y ait pas de saut de fil, que ça commence là en bas à droite, parce que c'est la ligne d'écriture, hein, dans l'ensemble, voilà, et puis que ça se finisse aussi sur la ligne d'écriture, ici, par là. Eh bien, rien ne nous en empêche. On va rappeler notre remplissage automatique de InStitch. Remplissage automatique, outil de remplissage, pardon, outil de satin, remplissage automatique de colonne satin. Seulement là, ça ne me suffit pas tout à fait. Moi, je voudrais que, je ne veux pas le laisser faire comme il veut, ça ne me plaît pas. Parce que s'il fait comme il veut, peut-être qu'il va choisir de me mettre des colonnes dans l'ordre qui ne me plaît pas. Alors, je vais lui donner des ordres, et pour les ordres, eh ben, j'appelle les commandes, hein. Commande, attacher des commandes à des objets, voilà. Et je vais tout simplement aller ici, position de départ pour point satin auto-généré, et position de fin pour point de satin auto-généré. En réfléchissant à la position de départ pour point satin auto-généré, où est-ce que je veux qu'il démarre mon ensemble? Je veux qu'il démarre par là, parce que ça va arriver du R, puisque ça va de droite à gauche, et ça va arriver sur cette colonne-là. Alors, je vais sélectionner cette colonne, et je vais lui placer une point de départ pour nos points automatiques. Alors, je vais chercher mon connecteur et je vais le mettre par là. Il va peut-être pas vouloir se mettre comme il faut. Je ne sais pas bien où c'est. Je veux que ça soit précis. Bon, bah, c'est pas mal. Je peux le modifier un petit peu. Je vous rappelle, hein, si je veux le modifier, parce que par exemple, je le veux un petit peu plus bas, je vais le mettre ici. Voilà, c'est parfait. Des fois, ça bouge quand on fait le deuxième, mais on y reviendra. C'est pas grave. Sur celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne vais pas mettre la position de départ, je vais mettre la position de fin. Et je vais m'arranger pour le faire sortir ici, de façon qu'il soit tout près du haut. Voilà. Je vais chercher mon connecteur. Je vais le placer par là. Je vais lui demander de finir, c'était pas si mal que c'était mis par hasard là, je vais lui demander de finir par là. Je vais maintenant sélectionner, alors je vérifie qu'il est bien resté là en place, oui c'est pas si mal, hein. Je vais sélectionner les deux colonnes de ma lettre, s'il y en avait 3 ou 4, j'en sélectionnerai 3 ou 4 et puis c'est tout. Et puis je vais appliquer ce que j'ai vu tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais broder, si je sélectionne ma lettre maintenant, il faut que je sélectionne tout ce qu'il y a, elle vient jusque là, la lettre. Voilà. Je vais la faire broder. Donc, j'appelle la simulation. Alors, vous voyez qu'il commence par la boucle. Et il va sortir. Il a coupé la colonne, là, et il sort, ben, ça ne me plaît pas, parce que moi, je voulais qu'il sorte complètement à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il sorte complètement à gauche? Ben, c'est tout simplement que ma dernière partie, là, je vais justement faire intervertir les rails satin pour que le point il soit de ce côté et pas de là où il est, hein. Donc, on va fermer la simulation. On va vérifier que c'est notre dernière... on va vérifier que... Alors, je vous fais remarquer 2 choses là, hein. Il nous a créé tout un ensemble de colonnes groupées dans ce qu'il a appelé satin automatique. Et puis tout à l'heure, on a mis les commandes qu'on a utilisées début et fin. Alors je vous signale un truc, vous pouvez considérablement simplifier vos fichiers
Vous pouvez les supprimer maintenant, ces commandes, maintenant que vous les avez utilisées. Elles ne servent plus à rien, elles n'existent plus d'ailleurs, donc c'est pas la peine de les garder. Donc on va revenir s'intéresser à notre satin automatique. On va regarder par quoi il finit. Ben, on avait vu, il finissait par cette partie-là. Alors, vous avez remarqué, quand on fait des remplissages automatiques, ça diminue toujours l'épaisseur des traits. Bon, c'est comme ça, c'est pas toujours super pratique parce qu'on n'y voit pas toujours très bien. Alors, ici, j'ai dit que je voulais intervertir les rails. Donc, c'est une application un peu plus convaincante que ce que je vous avais montré l'autre jour. Donc, dans les outils de satin, intervertir les rails satin. Et puis, pendant que j'y suis, tiens, je vois une petite chose là. Et c'est souvent qu'il nous fait ça, InStitch. En fait, si je regarde la colonne que j'ai sélectionnée là, le point de dessous, là, ben le point de dessous, pas de chance, hein, il démarre un petit peu plus haut que le... Je vais le garder en même temps. Il démarre un petit peu plus haut. Alors, sans scrupule, hein, vous supprimez quelques points. Vous pouvez aussi, au passage, simplifier les lignes ici. Et je vous signale aussi, on n'aura pas de temps de voir tout ça ce soir, mais je vous signale, je vais simplifier aussi en bas, supprimer quelques points. Toutes ces lignes que vous créez, elles sont toujours avec des points d'arrêt. C'est assommant au possible. Donc, quand vous avez fait des travaux de ce genre, il faut sélectionner tous vos chemins de dessous et supprimer les points d'arrêt parce que ça ralentit la broderie sur des petites lettres, c'est l'enfer. Bon, allez, on se refait un P. Et on va voir cette fois si on a tout réussi. Donc, je refais une simulation. Bon, et ben ça y est, ça finit du bon côté. J'ai pas de petits points ici. Alors, ces petits défauts là, ils se voient quand on va, j'aurais dû le faire tout à l'heure, ils se voient quand on va dans la vue réaliste là. Vous auriez eu deux, trois petites, vous auriez vu quoi. Il faut aller dans la vue réaliste et puis corriger jusqu'à ce que ça soit parfait. C'est juste une question de patience. Voilà. Donc voilà une lettre sur laquelle on a utilisé pas mal de choses. On a utilisé ce remplissage automatique qui rend de grands services. Alors, pour essayer de... Je vais grouper ça pour pas que ça... Je vais aller le remonter. J'ai fait les autres lettres avant, hein. Donc je vais le copier, puis je vais aller le mettre à sa place là en haut, où j'ai déjà un P. Celui-là, je vais le supprimer. Et je vais mettre l'autre à la place. Alors, vous voyez que les autres, j'ai déjà travaillé parce que, bon, je ne sais pas si ça sera aussi bien centré, mais vous voyez que c'est très léger aussi, les traits. Alors, on va regarder ce que ça nous fait. C'est peut-être pas très malin, mon truc, parce que où est-ce qu'il est ma lettre, là? Il faut encore que j'aille la remettre dans le... Entre le... faut que je descende tout ça. Eh bien, allons-y, on va descendre juste à temps que ce soit là où on veut que ça aille. J'aurais pu supprimer mes commandes. Alors ça, c'est pas celui-là. Voilà, le P, il doit se trouver après le R. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Alors, on va essayer de faire une simulation pour voir si on a progressé dans les... En faisant ça, si on a progressé dans nos... Alors, allons-y, on fait broder un petit peu plus vite. Voilà, alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout de suite une évidence, à savoir que j'ai un seul petit fil entre deux lettres, comme il y a un saut, je ne peux pas échapper. Alors, il y a une petite chose à voir ici, je ne sais pas si on va faire la vue réaliste, ça vous permettra de voir comment on détecte les trucs bizarres. Voilà, quand je regarde ici, je m'aperçois que par exemple ici, il y a encore un saut entre ce côté et celui-là, et puis la même chose ici. Et bien ces sauts, ils sont dus au fait que la colonne, elle est venue, non pardon, elle doit arriver d'en haut, voilà, hein,
Et là, le fil, il a sauté de ce côté-là à celui-là. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire, intervertir les rails satin. Même chose ici, c'est quand je passe de cette colonne-là à celle-là, oui, c'est ça, j'ai un saut et il faudrait les corriger. On va essayer pour le A tout de suite. Alors, pour le A, c'est donc la partie en haut qui me pose des problèmes. Je vais aller la sélectionner. Voilà. Donc, je sélectionne cette partie-là parce que c'est celle-là qui doit nous faire ça. Oui, c'est ça. Et je vais intervertir les rails. J'appelle avec les raccourcis un CTRL Maj plus J. Et bon, on va pas tout refaire broder parce qu'on n'en sortira pas. Je vais sélectionner le A et on va voir qu'on a bien corrigé, j'espère, hein, qu'on a bien corrigé le problème. Voilà. Alors là, on voit les chemins, on voit des chemins là, mais c'est les chemins de dessous. Et quand je vais prendre mon A en mode réalistique, ça va mieux là. Alors, vous voyez apparaître, je ne sais pas, ça se voit si, ça, si. On voit apparaître un espèce de petit zigouigoui là, qui n'est pas très joli. C'est précisément ce que je vous disais. Alors, pour que ça soit parfait, il vous faut aller ici et sélectionner les points de le fameux chemin de dessous là. Il descend, si vous regardez bien, il descend plus bas, il mord sur la colonne d'en dessous. Bon, ben, c'est pas difficile, hein. Vous supprimez les points qui sont en trop, surtout que là, c'est pas grave. Au passage, je signale une chose, c'est quand vous avez des lignes comme ça, vous pouvez facilement, en faisant CTRL-L, c'est aussi simplifié dans les chemins, et vous avez quelque chose, c'est passablement plus facile de rectifier un petit peu, de se dire, oh là là, il risque un peu de dépasser en haut, etc. Voilà. Vous voyez qu'il y avait un travail formidable qui avait été fait parce que toutes les colonnes étaient créées. Mais après, pour avoir des colonnes satin qui soient vraiment superbes, pour avoir des belles lettres, hein, pour appeler les choses par leur nom, il y a encore tout un travail à faire. Ici, il y aurait encore une chose à faire. Il faudrait sélectionner toutes les colonnes. Et à mon avis, pour faire une jolie broderie, il faudrait qu'il y ait une sous-couche satin. Vu la taille des colonnes, là, je dirais que il faut leur mettre des colonnes satin, alors il faut les sélectionner toutes. Je pense qu'on va y arriver. Voilà. C'est pas si terrible que ça. Voilà celle-là aussi. Bon, ça aurait été plus malin de le faire avant, mais j'ai pu repenser. Puis on sait plus qu'on le voit aussi au fur et à mesure en faisant les. Alors je dois avoir tout sélectionné. Donc, bon, il y a encore un petit bout. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, paramétrer. Hein. Allez, on le refait une fois comme ça. Donc, le paramétrage, InkStitch paramètres, voilà. Donc là, il me doit me dire que j'ai des colonnes satin. Certaines ont des points d'arrêt, d'autres pas. Ça dépend, on en parlera après de ces points d'arrêt. Bon, alors là, naturellement, j'ai tout un tas de sauts de fil parce que les chemins de dessous, je les ai pas là. Hein. Je m'occupe que des colonnes. Et on va mettre, par exemple, une sous-couche zigzag. Donc, il nous fait un beau zigzag dessus. Et montant de l'incrustation, bon, les colonnes, là, elles ont à peu près 3 mm de large. On va mettre 0,2 par exemple. Et comme ça, on sera sûr que nos points de dessous, ils ne vont jamais apparaître à la broderie. Voilà, appliquer, quitter, et on aura quelque chose de beaucoup plus joli et de beaucoup mieux fini pour ces lettres. Voilà. Comme il y avait pas mal de gens qui apparemment sont en train de se plonger dans le lettrage, c'est intéressant d'en parler un petit peu, surtout de rechercher comment améliorer les colonnes quand on s'est donné déjà beaucoup de mal pour les faire, qu'on a quand même plutôt bien réussi. Alors, il y a encore une chose qu'on n'a pas vue ce soir, mais je pense qu'on ça relèvera d'autres choses, c'est comment passer à ces colonnes-là à partir de lettres qu'on a pris avec une police d'écriture. Je commence à en parler brièvement sur une lettre. Donc, je vais faire une lettre. Je peux intervenir? Oui, oui, je t'en prie. Oui, c'est une petite question. Le P là, est-ce que les traverses qui sont situées tout près de la hampe sont vraiment utiles? Est-ce qu'on n'a pas trop de traverses? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à limiter le nombre de traverses? Honnêtement, elles ont été mises
Oui. Elles ont, objectivement, elles servent à rien. Voilà, je pense que des fois, on se crée des problèmes en mettant trop. Absolument. Il y en a qui sont importantes, par exemple, puisqu'on parle des traverses, celle-là, moi, je l'ai pas déplacée, mais celle-là, je l'aurais volontiers déplacée pour la mettre à la verticale, Voilà. dans un souci de cohérence avec les autres, parce qu'on a un peu envie que celle-là soit bien. Ces lettres sont là bien classiques, bien, c'est pas des lettres fantasy. Ça faisait partie d'un logo d'entreprise, je ne sais pas exactement, mais quelque chose dans ce genre. Donc, cette traverse, ben, j'aurais bien envie, moi, qu'elle soit plus comme ça. Et je ne l'ai pas modifiée, je vous explique pourquoi, parce que si je la mets à la verticale, ben, la lettre, elle est coupée d'une façon telle que ça ne tombe pas bien. Alors, je l'avais laissée. Donc, voilà. Mais à l'expérience, on apprend énormément de choses. Hein. Donc, je reviens avec ma lettre. Là, je ne sais pas si je vais arriver à écrire mon A, majuscule. Voilà. Et comment passer à des colonnes pour les gens qui ne savent pas, ben, on va travailler avec notre A. Alors d'abord, première chose, ça c'est du texte. Inkstitch, je ne connais rien hein, du texte. Il faut donc transformer l'objet en chemin. Alors si je l'ai transformé en chemin, c'est déjà mieux. Ça ressemble plus à ce qu'Inkstitch sait faire. Et je ne veux pas du fond puisque je veux faire des colonnes. Donc je vais aller dans fond et contour. Je vais supprimer le fond. Et par contre, je vais mettre un contour. Hein. Il faut le mettre le contour parce que sinon, après, on ne voit plus sa lettre. Et style du contour, bon, ça me va très bien. Alors, comment faire des colonnes à partir de cette lettre? Bon, il y a déjà des choses assez simples. Ici, je peux supprimer ces deux chemins-là. Je vais le faire au fur et à mesure un par un. Donc, c'est par ici, là en haut. Supprimer un segment entre deux nœuds terminaux. Voilà. Et puis, je recommence ici. Donc, supprimer un segment entre deux nœuds terminaux. Voilà. Et puis, alors après, il faut que je décide tout un tas de choses. Hein. Vous pouvez décider comme vous voulez. Vous pouvez décider que votre barre du haut va traverser sur toute la longueur ou pas. Et alors, pour faire ça, eh ben, vous allez séparer là, tous ces points, les briser les nœuds. C'est par là que ça se passe. Briser le chemin au nœud sélectionné. Voilà. Et puis, même chose avec ces deux-là. Alors, essayez pas de faire les quatre à la fois parce que vous allez tellement briser de choses qu'il y a des choses qui vont disparaître. Donc, brisons notre chemin. Et puis maintenant, je vais briser aussi celui-là parce que j'en aurai besoin. Bon, je vais même bouger. Brisons aussi celui-là. Je vais séparer tous ces segments. Donc, séparer, je rappelle, c'est ici. Voilà. Et maintenant, il faut que je retravaille avec mes segments. Je me dis, tiens, si ça m'irait bien, je vais avoir une colonne là. Bon, parfait. Donc là, je les combine. CTRL-C. Hein. Et là, je veux faire une colonne. Il faut que je rattache ces deux-là pour faire un autre côté. Je vais rattacher ces points. Voilà. Alors, je travaille ici par joindre les nœuds terminaux sélectionnés par un nouveau segment. Voilà. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui va mieux. Et puis, il faut faire la même chose de l'autre côté. On va peut-être pas tout faire ce soir parce qu'on n'en sortira pas. Et puis ici, ici, il faut que je décide. Soit, par exemple, je vais monter tout droit, rajouter quelque chose pour que ça monte tout droit. Ou au contraire, je vais décider, c'est cette barre-là, je veux qu'elle monte là en haut, par exemple, hein, etc., etc. Il y a plein de petites décisions à prendre. Pour terminer vos colonnes. Alors, ce n'est pas l'objet ce soir de faire tout le détail du lettrage parce que c'est un océan de choses à savoir, donc on ne va pas se polariser là-dessus. Et puis, on va faire une petite pause. Je vais aller voir s'il y a des nombreuses questions dans le... je vois que quelqu'un a posé la question, est-ce que le nombre de nœuds a une incidence sur la broderie? Je n'ai pas constaté que le nombre de nœuds avait une incidence sur la broderie, mais par contre, ça a une incidence sur la clarté du travail. Et donc, vous pouvez aisément, quand vous pouvez simplifier vos chemins, il ne faut pas hésiter parce qu'on travaille, c'est plus simple, quoi. Je ne peux pas mieux dire les choses. Par contre, attention, si vous simplifiez dans une colonne qui est déjà paramétrée et tout, vous risquer de perdre votre paramétrage.
Donc, faites-le au bon moment, faites-le avant de démarrer votre colonne. On ne peut pas le faire n'importe quand. Mais par exemple, quand je crois qu'on a un exemple ici, quelque chose qui était, c'est le logiciel qui l'a fait là quand j'ai fait couper les colonnes. Il y a plein de points. Bon bah, si je devais retravailler dessus, ça peut valoir le coup de simplifier. Mais si je simplifie là, je vais perdre tout mon paramétrage. Donc là, il faut les laisser et ça n'a pas d'incidence. Je suis pas capable de dire pourquoi ils mettent tellement de points. J'ai pas de, je sais pas. Peut-être que c'est tout simplement plus facile à programmer. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Et ça, alors là, la colonne, elle sera pas changée, que vous ayez simplifié ou que vous ayez laissé tous les points. Voilà. Je peux intervenir là? Oui, bien sûr. Oui. Les nœuds, en fait, ils calculent les espaces entre les points, soit en fonction des nœuds, soit en fonction des traverses. La répartition des points sur un disque comme ça, sur une couronne, pardon, elle est faite en fonction soit des nœuds, soit des traverses. Et c'est vrai que, bon, si on a des traverses, ça règle le problème, mais si on n'a pas de traverses, il se base sur les points pour faire la répartition des points de... Oui. Bon, suis-je clair? Pas sûr. Oui, oui. Mais bon, une fois que c'est fait comme ça, disons que le logiciel les met toujours de façon pertinente. Donc c'est moins grave que si nous on les met n'importe comment. Mais c'est pas gênant, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions au passage ou des gens qui veulent intervenir sur ce qu'on vient de faire là, sur ce complément sur ce fichier? J'ai demandé l'autorisation de travailler dessus parce qu'il me paraissait vraiment riche d'enseignements et il allait tellement bien pour parler de ce qu'on venait de faire que voilà, merci à la personne qui nous l'a autorisé. Moi j'avais une question. Oui. Comment savoir le nombre de traverses qu'on met parce que c'est mon fichier en fait, mais j'ai toujours un peu du mal à savoir combien de traverses il faut mettre. Je sais qu'il faut en mettre en début, en fin, ça peut être bien, mais à part ça. Alors, il n'y a pas vraiment une réponse absolue. Dans la plupart des cas, c'est bien d'en mettre au moins une, parce que comme ça, InStitch sait que c'est une colonne. Et puis après, moins il y en a, mieux on se porte. Mais si on a des craintes, eh ben on en rajoute. Et puis, ça gêne pas. Par contre, évidemment, il ne faut pas les rajouter n'importe comment. Si je prends par exemple ici, tout est bien organisé. Ça serait fâcheux d'aller créer sauf à vouloir faire des effets spéciaux extravagants, ça serait vraiment fâcheux de créer une traverse comme ça, parce que ça va tout foutre en l'air là dans la régularité des points. Hein. Mais il y a pas franchement, il n'y a pas de limite si ce n'est son propre bon sens. Moins on en a, mieux. Plus les dessins sont clairs, c'est quand même pas très agréable, ces espèces de machins qui sortent de partout là, c'est piquant dans toute la broderie là. Moins on en a, mieux on se porte. Alors peut-être pour répondre par rapport aux traverses qui étaient là tout à l'heure, dont on a dit qu'on pouvait très bien s'en passer, celle-là, pourquoi on peut très bien s'en passer? Parce qu'en fait, les deux derniers points de la colonne, là, ils jouent le rôle de traverse. C'est-à-dire, il est bien évident que le dernier point que la machine va faire, elle va le faire entre ces deux endroits-là, donc nécessairement les points ils vont arriver ici. Donc ces deux traverses-là, elles sont pas du tout indispensables, mais elles nuisent pas aux choses. Ça a très bien fonctionné en laissant ces traverses-là. Ça peut marcher. Par contre, par exemple, dans le S, c'est des choix qui sont plus importants. Cette traverse-là, elle décide bien ça peut être important moi je la déplacerais volontiers un petit peu comme ça, par exemple, mais parce que ça, c'est un aspect esthétique. Donc celle-là, elle a quand même, elle a de l'importance, mais l'importance pour le rendu de ce qu'on va avoir à la fin. Est-ce que ça répond à la question? Oui, même si c'est toujours compliqué, mais ça répond. Oui, oui. Non, mais c'est bon. Tiens, là, ouais. Une petite question, les sous-couches dans le lettrage, toi, tu en as montré un exemple avec... Oui. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait de mettre une sous-couche, en fait. Alors, ça sert à stabiliser le tissu, déjà. Ça va éviter que le point satin qu'on va faire,
il fasse n'importe quoi, parce que du coup, ça fait ça fixe dessous. C'est la sous-couche, c'est la même chose que la sous-couche dans les remplissages, hein, dans les remplissages de surface. On met une sous-couche pour commencer de fixer un peu les choses et que ça resserre pas trop et puis que ça stabilise le tout. Et puis dans les points satin, il y a une deuxième fonctionnalité, c'est qu'on peut le régler, hein, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut régler cette sous-couche plus ou moins dense. Alors, si on veut juste en faire un truc pour stabiliser un peu le tissu, on peut laisser les paramètres par défaut que laisse InStitch. Mais si, par exemple, on veut des lettres qui soient plus fournies, parce qu'on veut, je sais pas moi, un beau monogramme bien, qui ressort bien, qui soit épais un peu, eh bien, il faut faire une sous-couche beaucoup plus importante. Donc, quand on va paramétrer, on va, je sais plus quelle était la densité qui était mise, mais on va mettre une densité bien plus importante et le point de satin qu'on mettra par-dessus sera beaucoup plus gonflé. Et par exemple, pour un monogramme, ça sera beaucoup plus beau. Selon ce qu'on veut faire, c'est pas nécessaire et c'est pas. Là, les réponses pour tout ce qu'on vient de dire là, c'est pas difficile. Faites des tests et puis vous verrez la différence. Au fil du temps, on sait un peu ce que ça donne, mais il n'y a pas 36 solutions. Il y a une quantité de possibilités énorme, et ben, faut tester jusqu'à ce qu'on trouve ce qui vous plaît, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui plaît, jusqu'à ce qu'on trouve qui convient pour le tissu qu'on a, pour le fil qu'on a, et puis pour le projet qu'on a, bien entendu. Mais il y a très peu de réponses absolues, parce qu'après, on entre dans la partie la plus intéressante de la broderie, c'est l'interprétation, bien entendu. Et là, c'est plus le logiciel, ça devient un outil, c'est plus un maître à penser, là. C'est à soi de voir ce que ça donne. Et bon, personnellement, quand j'ai réalisé une numérisation, si j'arrive à la broder, à faire un seul essai avant de la broder de façon définitive, je suis vraiment contente, hein, parce qu'en général, quand je me mets à broder, il y a quelque chose, je me dis, ah mince, c'est ça, j'aurais dû, ça, et puis voilà, faut recommencer. Mais normalement, évidemment, quand on veut faire un seul exemplaire, on est un peu fâché d'être obligé de faire 2 tests pour arriver à faire un exemplaire correct. Mais si par la suite, vous voulez faire, je pense à un logo d'entreprise en général, les gens vont le broder plusieurs fois à différents endroits. Ça vaut le coup qu'il soit parfait, quoi. Voilà. J'avais encore une toute petite question. Je sais, je pose beaucoup de Oui, questions. oui. Tu avais montré le point d'arrêt. Quand on fait du lettrage, le point d'arrêt, il faut mieux pas le mettre, ou à quel endroit on met? Alors là, pour le coup, il y a une réponse simple. Quand on a des lettres comme ça, où tout est bien agencé, où ça se met tout bien l'un après les autres, il n'y a pas de points, etc., bizarre, ça vient tout en continuité. Il y a un seul endroit où il y a besoin de, si je prends par exemple le P, je vais aller dans les objets pour retrouver, voilà. Le P, il se termine par cet auto-remplissage, et c'est le seul auquel il y a besoin de mettre un point d'arrêt. Tous les autres, c'est pas la peine d'en mettre, c'est pas des points d'arrêt, c'est des points d'emmerdement, parce qu'à chaque point d'arrêt, la machine, elle ralentit. En plus, elle fait quelque chose qui se voit. Donc, la réponse est claire, hein. Donc, vous supprimez les points d'arrêt pour les chemins de dessous, pour toutes les colonnes, là, quand c'est bien, quand il n'y a pas de saut, si vous avez, par exemple, si vous avez une lettre avec un accent au-dessus, l'accent, il est évidemment séparé de la lettre, là, il faut mettre des points d'arrêt éventuellement. Encore que ça se discute, parce que des fois, c'est tellement près que ça ne vaut pas la peine. Mais c'est seulement au dernier objet que vous brodez qu'il faut mettre un point d'arrêt. Et ça vous allégera considérablement vos fichiers, et vous broderez, je sais pas moi, 3 fois plus vite sur quelques lettres comme ça, parce que sinon, si vous vous arrêtez au bout de chaque chemin de dessous, au bout de chaque petit morceau de courbe que vous avez tracé, on n'en finit plus. D'ailleurs, c'est un problème avec InStitch, parce qu'il ne nous laisse pas le choix, et c'est où on met un point d'arrêt au début et à la fin, ou on met un point d'arrêt, ou pas de point d'arrêt. Or, dans de nombreux cas, justement, par exemple, sur le dernier morceau de notre lettre, là, on n'a pas besoin de mettre de point d'arrêt au début, puisqu'on arrive par-dessous avec ça. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de fixer quoi que ce soit au début. Par conséquent, on aurait besoin de le supprimer. Alors, c'est pas possible.
C'est déjà mieux parce que dans la version précédente, on avait des points d'arrêt. Point barre, c'est tout, il y en avait partout.